Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous présenter ici, puisque je vous propose de me suivre dans mon atelier couture le temps d'une session couture. J'ai réalisé le trench Isla, oui, encore. J'ai réalisé le trench Isla de Name Clothing et en fait c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je me suis dit là c'est le bon moment, j'ai le temps pour et puis voilà, je me sens un petit peu plus en capacité de le faire. Donc je me suis dit voilà, je tente, si j'arrive à tout filmer tant mieux, si j'arrive pas bah tant pis, je ne sortirai rien et c'est pas grave. J'ai réussi, donc voilà. Et en plus, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo parce que j'ai demandé à Atelier Brunette, qui est quand même une de mes marques chouchou. Je suis fan de la gabardine chez eux. J'ai cousu quasi tous les coloris et même parfois plusieurs fois plusieurs coloris de gabardine classique chez eux. Et là, ils ont sorti dernièrement la gabardine light. Et évidemment, il fallait que je l'essaye. Donc, je leur ai demandé s'ils acceptaient de m'offrir de quoi faire mon trench, puisque c'est ce que j'avais en projet. Et ils ont accepté. Me happy. Du coup, donc voilà, je me suis lancée dedans assez rapidement. Donc j'ai mis une semaine pour coudre mon trench. Entre la découpe des pièces et la préparation, j'ai mis une semaine. J'ai mis 2 semaines pour vous monter tout ça parce que franchement, j'ai 24 heures de couture, 5 heures et demie de rush pour vous faire une vidéo de moins d'1 heure. C'était un peu mon pari là, essayer de vous faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps non plus. Vous pourrez accélérer hein, parce que franchement je pense qu'il y a quand même des passages qui sont un petit peu longs. J'ai j'ai posé ma voix sur les séquences pour que ça reste quand même assez interactif pour vous et que vous puissiez faire autre chose en même temps. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo, moi j'ai adoré la tourner, j'ai adoré coudre mon trench, mais ça c'est une évidence. Mais en tout cas, j'espère que voilà, dans l'ensemble, vous aurez toutes les étapes, que ça vous donnera envie, si vous hésitez à vous lancer dans Isla, à le coudre, tout simplement. Parce que franchement, il en vaut la peine. Moi, je suis toujours aussi fan. Et là, en plus, avec ce coloris, c'est le kaki parfait. Si vous n'aviez pas compris, j'adore le vert. Voilà. Et j'étais à la recherche du kaki parfait que je n'avais pas trouvé jusqu'à présent. Sauf que merci Atelier Brunette, ils ont sorti ce Ivy Green qui correspond exactement à ce que je voulais. Donc j'avais déjà fait un trench, mais dans la gabardine classique, qui finalement s'est avérée beaucoup trop lourde et je ne l'ai pas portée. Je l'ai transformée en veste pour mon fils, du coup la veste Sam que je vous ai présentée dans un précédent bilan. Et là, avec la gabardine light, je me suis dit, ça c'est le bon, enfin vraiment c'est le bon tissu pour ton projet. Donc je suis super contente qu'ils aient accepté de me l'offrir. Bon, s'ils avaient dit non, je l'aurais acheté, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente qu'ils me l'aient offerte. Voilà. Je vais vous laisser avec la vidéo. Normalement, j'ai tout balayé. Mais dans le doute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dans le prochain bilan, puisque je vous la présenterai aussi dans mon bilan couture de mars, du coup. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Pour commencer, j'ai repris mon patron à 0. Et j'ai recoupé quelques pièces puisque j'en avais perdu quelques-unes et d'autres étaient un petit peu abîmées. C'est quand même la 5e fois que je couds cela, donc c'était un petit peu nécessaire. Ensuite, une fois que j'ai coupé toutes mes pièces, pour être un peu organisée et m'y retrouver par la suite, je vais contrôler que j'ai bien toutes mes pièces, on en a 25 quand même, et je vais les ranger en fait par petits tas de groupes. Donc les manches avec les manches, etc. Ensuite,
on enchaîne avec la découpe des tissus. Grosse partie. Donc, j'ai de la chance, dans mon atelier, j'ai une table de coupe qui mesure 160 par 80 cm. C'est pour moi une dimension idéale pour couper d'un seul tenant toutes mes pièces et pour me permettre de poser mon tissu au pli pour pouvoir couper sur toute la largeur. Donc ici, je vais venir positionner, vous allez voir, c'est très basique. Je viens positionner toutes mes pièces. Je n'hésite surtout pas à tester un peu le sens. Donc là, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de sens à respecter. Donc j'essaye de poser un petit peu mes pièces de manière à optimiser mon tissu. Et même si j'ai le bon métrage, j'essaie toujours d'optimiser un petit peu la position du tissu. Ce qui est bien, c'est qu'avec Isla, les marges de couture sont incluses. Donc, j'ai pas besoin de retracer mes marges de couture. Donc, ça, c'est un petit peu un gain de temps. Et vous voyez, là, je viens vraiment positionner mes pièces limite bord à bord pour optimiser au maximum mon tissu. J'ai certaines pièces qui seront à couper 2 fois. Et donc, je viendrai les positionner de la même manière. Et surtout, ce que je fais, c'est que je pose d'abord mes grosses pièces principales et je viens ensuite positionner les plus petites dans l'espace qui reste. Voilà, on coupe toutes ces pièces, on prend son temps. Donc là, je vous l'ai mis en accéléré, évidemment, mais on prend son temps pour découper, pour ne pas se tromper et ne rien oublier. Donc là, j'ai fait une première partie. Donc vous avez vu, j'ai coupé, je crois, pour 1,60 m là, 1,60 m de tissu. Ensuite, j'utilise aussi un tapis auto-cicatrisant. Donc ça, c'est pas mal, notamment pour les tissus fluides. Mais là, dans ce cas ici, comme parfois je préfère passer au cutter rotatif, j'utilise mon tapis auto-cicatrisant et ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans ma découpe et d'être un petit peu plus précise. Donc on passe ensuite à la deuxième partie de la découpe. Et donc c'est en ça aussi que je trouve le fait d'avoir une table de coupe aussi spacieuse, c'est vraiment pratique parce que vous allez voir, je vais pas trop galérer, si je peux dire, à couper mes pièces. Donc là ensuite, je viens positionner les derniers éléments. Donc c'est encore une fois les petites pièces qu'il me reste. Et toujours dans ce souci d'optimiser mon tissu et d'avoir entre le moins de chute et pour pouvoir garder suffisamment de matière s'il y a du reste, je les positionne le mieux possible. Et encore une fois, je teste avant de poser mes pièces. Donc là, j'ai coupé la ceinture, je coupe les manches et il va me rester à découper toutes les parties pour le col. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est bien pratique d'avoir ce tapis et le cutter parce que pour le coup, en termes de précision, je pense que je suis mieux qu'avec un ciseau pour cela et ça me permet d'aller vite tout en veillant bien sûr à ne pas me louper dans la découpe. Ce que j'aime bien faire quand je coupe comme ça des pièces au pli, c'est d'utiliser les pinces pour maintenir sur le pli. Je passe ensuite à la doublure. Donc ici, j'utilise une doublure spéciale, une doublure en polyester qui me permet de doubler les manches et ça va me permettre de glisser les manches plus facilement dans le vêtement. Donc c'est une doublure que j'ai trouvée chez Rascol, je crois qu'elle était à 4 ou 5 € du mètre. J'utilise ça pour toutes les manches des vestes que je réalise. Je l'avais d'ailleurs utilisée pour la veste Sam de mon fils que je vous avais montré dans un précédent bilan. Je crante, j'en profite, je le fais pas systématiquement mais quand j'y pense je le fais.
Et pour le fond du vêtement, donc la doublure secondaire, j'utilise donc ce voile de viscose léopard de chez Lady McElroy que j'ai trouvé chez Coucou Mercerie. Donc il est assez léger, assez fluide et je trouvais que le contraste avec mon tissu principal, ça matchait plutôt bien. Donc là, tapis auto-cicatrisant obligatoire parce que pour des tissus qui glissent comme celui-ci, je préfère vraiment partir sur le cutter rotatif et alterner aussi avec du ciseau. Là, en fait, j'ai essayé de positionner, donc il me semble que j'avais 3 mètres ou 2 mètres, je sais plus. En tout cas, j'avais pile poil ce qu'il fallait et j'ai essayé de positionner au mieux mes pièces pour que tout passe. Donc là, en fait, je me rends compte, et vous verrez par la suite, mais je me rends compte que en coupant comme ça, mon tissu a bougé, ce qui va avoir des conséquences par la suite. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc l'astuce aurait été peut-être d'amidonner un tout petit peu mon tissu. Donc soit utiliser une bombe de Fabulon, soit tremper dans un bain d'amidon mon tissu pour le rigidifier un petit peu. Mais c'est vrai que les tissus qui bougent comme ça, les tissus fluides comme celui-ci, c'est une tannée pour moi à coudre parce que ça bouge, c'est pas stable. Et après, forcément, ça joue sur la précision des pièces. Donc voilà, je coupe le bas-volet, je fais le bas-volet devant. J'ai également coupé les poches dans ce même tissu. Voilà pour la partie doublure. Et je fais les poches. Ensuite, on passe à la partie qui correspond au cran de montage. Pendant la découpe, j'essaye de marquer tous mes repères au moment de la découpe. Parfois je le fais, parfois je le fais pas, mais je prends toujours un petit moment après avoir tout découpé pour vérifier l'écran et compléter ce que je n'ai pas fait. Il y a énormément de crans et c'est très important de tous les marquer pour s'assurer par la suite de bien positionner les éléments. Ensuite, je viens me poser tranquillement pour venir marquer tous mes faux fils. Donc ça, c'est pour marquer la position de mes boutons et de mes boutonnières. Donc voilà, je prends mon temps pour le faire, tranquille, devant, je pense, une série. Ensuite, je passe à la pince poitrine. Donc là, en fait, je retire la partie qui correspond à la pince. Je viens marquer à la craie. Je double ça d'un faux fil, ce qui va me permettre d'avoir la marque également sur l'envers directement. Donc voilà, je place mes faux fils et sur l'envers, je viens retracer ma pince. Donc comme ça, je m'y retrouve plus facilement et je n'ai pas besoin d'enlever la pièce de patron pour le refaire. Ensuite, je viens marquer l'ouverture de poche. Là, en fait, comme c'est un A0 multi-taille, ce que je fais, c'est que je viens redessiner par-dessus pour me retrouver sur la bonne taille. Je viens marquer les extrémités avec du fil. C'est toujours pareil hein, dans l'idée de pouvoir avoir mes repères de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai mes repères de l'autre côté et je viens retracer l'ouverture de ma poche. Donc j'avais mesuré avant, j'avais pris la mesure de la poche pour m'assurer que je traçais bien correctement. Ensuite ici je viens ouvrir un petit peu et retracer sur la partie devant. Voilà, mon ouverture de poche.
Ensuite, on enchaîne avec la partie thermocollant. Donc je garde toujours toutes les chutes de thermocollant que je peux avoir de mes différents projets. C'est hyper pratique pour les petites pièces, pour les petites zones à renforcer, je pense notamment aux boutonnières, etc. Donc je garde toujours toutes mes petites chutes. Donc là, vous allez voir, le thermocollant que j'utilise est assez dépareillé. J'en ai, je crois, 3 types. Et ça convient parfaitement pour le projet actuel. Donc je découpe tout. Voilà. Et je passe ensuite au fer pour tout fixer. Alors sur ma table de découpe, j'ai posé un tissu, un molleton gratté. Je fais ça parfois pour éviter d'avoir à sortir la table à repasser et pouvoir repasser plus facilement sur une plus grande surface et puis comme ça c'est plus pratique pour moi. Je marque tout, j'en profite pour remarquer un petit peu à la craie et aux frictions toutes mes pièces parce que parfois après avoir posé le thermocollant mes repères disparaissent, donc je viens le remarquer à nouveau et puis je viens numéroter mes pièces. C'est important pour la suite pour pas se tromper. Je fixe également mon thermo sur les manches. Et ensuite sur toutes mes petites pièces, notamment les pièces du col et de la parmenture. Voilà, je reviens noter aux frictions le nom des pièces. Aujourd'hui, c'est parti pour la partie couture. Donc j'ai fait toute la préparation et là je vais attaquer le trench, enfin. Donc je vais essayer de vous embarquer avec moi pour vous montrer un peu toutes les étapes et mes différentes astuces couture. Donc c'est parti. J'enchaîne ensuite en préparant toutes mes petites pièces. Alors moi ce que j'aime bien faire pour essayer d'optimiser mes passages entre les différents postes de travail, c'est que je vais venir épingler toutes les pièces qui ont besoin d'être épinglées. Donc par exemple le col, les pieds de col, le bracelet de manche, etc. Donc je viens tout épingler. Donc voilà, je contrôle toutes mes pièces et j'épingle tout. Je trouve qu'ainsi j'optimise vraiment les différents passages entre les postes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ensuite coudre un petit peu au kilomètre toutes mes pièces. Donc le fait de les avoir toutes épinglées, en fait, j'ai même pas à réfléchir. C'est je viens, je pique, je passe à la suivante. Je viens, je pique. Et je passe à la suivante. Donc voilà, je fais ça pour toutes mes petites pièces. Et une fois que j'ai tout réalisé, que j'ai vraiment piqué toutes mes pièces, je vais venir sur la table à repasser. Et je trouve que comme ça m'évite de passer d'un poste à un autre entre chaque pièce pour ouvrir les coutures, retourner la pièce, etc. C'est vraiment... en tout cas, c'est le système que j'utilise à chaque fois quand je couds en particulier des pièces avec beaucoup des modèles avec beaucoup de pièces ou qui sont assez longs. Je préfère. Donc vous voyez, une fois que j'ai tout assemblé, je viens derrière la machine, je viens derrière le fer à repasser et je viens tout repasser, je viens retourner mes pièces. D'ailleurs, pour retourner mes pièces, moi ce que j'utilise, soit j'utilise l'outil spécial là pour retourner le biais, ou alors tout simplement j'utilise mes doigts et un crayon. Et idem pour marquer en fait les angles. Donc voilà, je repasse tout. Pour la ceinture, j'ai pas fait comme préconisé dans le livret, j'ai voulu tester autre chose cette fois-ci. J'ai marqué mes marges de couture de part et d'autre, et ensuite je suis venue replier la ceinture pour n'avoir à faire que des surpiqûres, parce qu'en fait à retourner je trouve que c'était compliqué et voilà,
C'est plus simple pour moi et malgré tout, le résultat reste correct. C'est sûr que c'est mieux de retourner, de coudre envers contre envers et ensuite de retourner la pièce. Mais j'avais pas envie. J'avais envie d'essayer autre chose. Voilà, je coupe mes excédents, je retourne. Comme je vous disais, j'utilise un peu un crayon à papier pour former les pointes de mes pièces. Donc j'essaye de vous montrer vraiment un maximum de choses sans tout vous montrer non plus. Mais voilà, là je retourne à nouveau. Il y a tellement de pièces. Et là, on retourne derrière la machine et cette fois, on passe aux surpiqûres. Donc là, pour les surpiqûres, j'allonge mon point à 3,5 et je viens marquer ma première surpiqûre. Et ensuite, je mets de mon pied de biche pour marquer la largeur et j'enchaîne. Et ainsi, je n'oublie pas de faire mes réglages correctement. Donc, j'ai pas besoin d'y penser puisque je l'ai déjà fait. Et j'enchaîne toutes mes pièces. Et si vous avez besoin de changer de fil, en fait, au final, vous faites tout au même moment. Et voilà le résultat. Donc là, j'enchaîne avec le col. Donc là, j'avais pas pu piquer le pied de colle avant. Il fallait que le col soit fait et surpiqué pour pouvoir le faire. Donc c'est une petite étape en plus. Donc voilà, je pique mon col très simplement. Vous voyez, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Et en plus, ce col se monte plutôt facilement, je trouve, par rapport à d'autres styles de col tailleur. Puisque là, celui-ci, on va venir vraiment le poser avec le pied de colle sur le vêtement. Pareil, je finis par les surpiqûres avec un point à 3,5. Une première piqûre près du bord et la deuxième, je vais mettre de la largeur du pied de biche pour déterminer ma largeur. Un coup de repassage et voilà. Ensuite, je vais venir fixer donc la petite bande pour le col. Voilà, un petit point invisible. Ce qui est bien, c'est que le passant va venir cacher la couture. Et ensuite, je viens fixer mes passants. Alors, ça y est, j'ai fini pour la partie petite pièce. Donc, je vous montre. J'ai fini donc mes passants d'épaule. Il faut que j'enlève tous mes petits fils. Donc, les passants d'épaule, c'est bon. Les passants des manches, c'est bon également. La ceinture ainsi que les passants de la ceinture sont faits également. Mes poches, donc j'aurais plus qu'à les monter. Les poches sont faites. Il faut que je passe un coup de surjette ici. Et mon col est intégralement réalisé. Donc j'ai mes passants qui sont montés, la lanière qui est ici et le col. Donc voilà, ça c'est fait. Et ça, c'est une étape, enfin c'est des étapes, je trouve, qui faites les unes à la suite des autres, comme ça enchaînées. Je trouve que ça me permet d'optimiser en tout cas les passages entre la machine et le fer à repasser. Là, je vais faire une petite pause. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je vais passer à la deuxième partie, donc monter tout ce que je vous ai dit. Et puis sur un autre jour, je pense que je ferai toute la partie doublure. Et ensuite, sur une autre session, je ferai l'assemblage manteau, enfin veste, le trench extérieur, avec l'intérieur et les finitions. Donc là, normalement, si j'ai bien calculé mon coup, dimanche, j'ai fini. On est mercredi. Dimanche, j'ai fini. Et donc, j'aurais mis une semaine, sachant que lundi, mardi, j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait, et que j'ai commencé, je crois, samedi soir. Et là, c'est parti pour monter les poches. Alors, j'ai pas beaucoup utilisé la surjeteuse pour coudre mon trench, mais là, pour les poches, c'était indispensable.
Donc je vais vérifier un petit peu, je vais relire quand même les explications pour être sûre de mon coup. J'ai marqué au préalable, lors de la préparation, l'ouverture de mes poches. Et là, en fait, c'est là où l'écran sont importants et tous les repères sont importants. Je viens bien positionner mes éléments en fonction des repères et des faux fils. C'est honnêtement, hein, maintenant avec l'expérience, je peux vous dire que en fait, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment une question de précision. Et là, on est au millimètre près. Si on va plus loin ou si on s'arrête trop tôt par rapport à nos repères, la poche ne sera pas parfaite. Donc c'est vraiment important de marquer précisément tous ces repères. Là, je remarque l'ouverture des poches pour vraiment avoir le visu sur où est-ce que je dois commencer et m'arrêter. Et ensuite, je viens à la machine pour piquer. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est l'avantage de ma machine, c'est que je viens jouer avec le variateur de vitesse pour être sûre de mon coup. Donc, selon mon aisance ou pas sur la zone à travailler, je vais venir jouer avec le variateur de vitesse, ralentir ou accélérer si besoin. Donc là, la première poche est faite. On va venir l'ouvrir. J'utilise un petit tapis auto-cicatrisant, un petit tapis de découpe format A4 que j'ai trouvé chez Action. Et j'utilise un ouvre-boutonnière pour venir ouvrir les extrémités. En fait, j'ai toujours peur en utilisant un ciseau de couper beaucoup plus ou de me louper. Donc ça, je préfère. Et ensuite, je viens finir avec un petit ciseau de broderie. Voilà. Je vérifie un peu le résultat avant de passer à la machine pour marquer tout ça. Et l'ouverture de poche sur ce modèle est plutôt bien faite aussi puisqu'on a un léger repli, ce qui permet en cas de petit décalage, moi j'en ai un d'ailleurs, mais en cas de petit décalage sur l'extrémité de pouvoir le masquer. On vient ensuite fermer avec le fond de poche. Donc là, pour un peu plus de propreté et éviter d'avoir trop de fils qui partent, j'avais surjeté mes poches au préalable, mes fonds de poche au préalable. Et si on fait une version sans doublure, évidemment, on vient gancer, je pense que c'est plus joli, tout le tour du fond de poche. Et on pense aussi à fixer le fond de poche pour éviter qu'il se balade un peu partout. Il me semble que c'était pas précisé, mais j'ai fait une petite surpiqûre pour maintenir le fond de poche à l'intérieur. Et voilà le résultat. J'ai fait les deux poches évidemment, et voilà le résultat. Là, je viens assembler ma couture milieu dos. Alors, je vous le montre pas, hein, mais évidemment, je lis mes explications. Hein. Je lis les explications. Tiens, premier changement de bobine, de canette. J'en ai utilisé 3 au total pour le projet et j'avais tout préparé avant. Je ne voulais pas montrer, mais effectivement, j'ai préparé une bobine de fil et 3 canettes du fil coordonné pour ce projet. Donc là, je viens préparer mon bas-volet. Donc j'ai positionné la doublure avec le tissu principal et je viens coudre tout le long. Alors mon tissu de doublure a beaucoup bougé, donc je risque d'avoir des plis. Bon, c'est pas très grave. Et je viens ensuite marquer au fer pour ouvrir les coutures. J'aurais pu juste
faire glisser avec les doigts pour permettre à la doublure de bien se positionner. Mais voilà, je me dis qu'en passant le fer, ça permet vraiment de tout positionner, d'éviter un peu le côté gonflé de la couture. Et c'était pas précisé pareil, mais je suis venue faire je crois que ça s'appelle une couture nervure. Non, une sous-piqûre, pardon. Je suis venue faire une sous-piqûre pour maintenir la doublure vers l'intérieur. Ça c'est pas mal pour justement éviter que la doublure ne ressorte vers l'extérieur. Ensuite, je suis venue positionner donc mon devant et mon dos ensemble, puisque je dois d'abord commencer par coudre les côtés avant de coudre les épaules. Bon, c'est ce que je fais ici, je mets mes épingles. Donc voilà, j'ouvre mes coutures au fer et là je peux venir positionner mon bas-volet. Donc là en fait dans un premier temps on vient juste fixer. Voilà. On vient juste les positionner ainsi pour justement éviter qu'elles ne bougent et faciliter ensuite la couture épaule. Donc voilà, je vais venir faire une toute petite piqûre pour tout maintenir en place. Donc j'ai piqué mes épaules, je ne vous l'ai pas montré mais voilà. Et je viens positionner le col. Et le col, encore une fois, je trouve qu'il se monte très facilement. On a les repères qui permettent de positionner parfaitement le pied de col. Et ensuite, on vient le piquer. Donc, je viens le piquer tout autour. On prend son temps, évidemment. Et on fait attention à ne pas piquer sur les passants qui sont de l'autre côté et sur la petite lanière. J'enchaîne sur les manches, je viens fixer mon petit bracelet de manche et je viens fixer tous mes éléments et ensuite pareil, j'enchaîne. Je vais venir passer derrière la machine. Un nouveau jour de couture et là je vais réaliser les passants. Alors moi j'utilise donc la pièce numéro 16 du patron pour réaliser des passants doubles. Donc je vais venir marquer au fer le milieu, je vais venir replier les extrémités jusqu'au milieu, replier à nouveau sur lui-même. Et là, je vais venir faire 2 surpiqûres de part et d'autre de la pièce. Vous voyez, pareil, je joue avec le variateur de vitesse. Je viens replier en deux ma pièce, je passe un coup de fer, je coupe l'extrémité pour plus de propreté. Je fais un petit repli sur l'envers. Voilà. Et je viens positionner ça sur la bonne position. Je pique d'abord endroit contre endroit. Et ensuite, je replie. Je reviens et je pique à nouveau par-dessus sur le haut. Et je viens marquer en bas la fermeture. Bon, c'est assez simple. Et voilà le résultat de mes 3 passants. Petit essayage. Ensuite, j'enchaîne avec les manches. Donc là, le mannequin est bien utile pour monter les manches. Normalement, j'aurais dû faire passer un fil de fronce, mais je ne l'ai pas fait. Je mets le bras libre et ensuite, je vais piquer le tour de ma manche. Donc je mets de la vapeur du fer pour essayer d'atténuer les plis. C'est compliqué de gérer l'embu, donc on fait au mieux. La petite touche de personnalisation avec l'étiquette signature Atelier Brunette.
Et là, enfin, je vais pouvoir passer à la partie doublure. Donc là, sur la partie dos de la doublure, le côté gauche et le côté droit ne sont pas identiques. Donc il y a un excédent sur une des parties que je retire. Et ensuite, je vais pouvoir venir assembler tout ça. Bon, je relis quand même un petit peu les explications parce que j'ai jamais cousu la doublure sur... On se retrouve donc, nous sommes, on est quel jour? On est jeudi, il est 20h10. Il y a quelques étapes que je ne vous ai pas montrées, je crois, mais nous en sommes à, voilà, le trench est monté. Donc le trench est monté, je viens de coudre la fente, je viens de coudre la fente dans le dos. Il me reste donc à monter le bas du vêtement et et les manches, et à faire assembler les manches à la doublure. Avant de passer à ça, je vais passer un coup de fer un peu sur tout le vêtement. Et puis comme j'ai rajouté ma petite poche ici, la paysanne, ma poche paysanne à l'intérieur, pour avoir une petite poche secrète, je vais profiter de l'ouverture pour fixer mes boutons et éviter que mon bouton ne vienne bloquer l'ouverture de ma poche. Parce que je l'avais fait sur Adria et en fait je n'avais pas pensé, mais l'emplacement de ma poche par rapport au bouton faisait que ça bloquait. Donc voilà, on en est là. Je vais vous montrer. Oups, je fais des bêtises. Je vous montre vite fait. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais nous en sommes là. Donc j'en suis contente pour l'instant. Je vais finir. Et les finitions, c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Virer tous les fils qui traînent, repasser, mettre les boutons. Il me faut un petit passant là, une boucle pour la ceinture. Je pense que je vais la récupérer de l'ancien trench que je risque de donner ou troquer, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci là, voilà. La teinte, elle est parfaite. Le tissu, il se coud mais tellement facilement. Franchement, je suis trop contente. Il se coud facilement, il se repasse bien. J'ai même pas utilisé le clapper. Les coutures s'ouvrent parfaitement. On est sur du coton, donc forcément, voilà. Ça s'ouvre bien. La longueur, vous verrez pas du coup, mais je vous ferai une vidéo. Enfin, vous vous doutez bien que je vais vous montrer sa portée. Donc voilà. La fente, franchement, easy. Première fois que je fais la doublure sur Isla. D'habitude, je ganse toutes mes coutures parce que j'aime pas avoir une doublure. Et là, en fait, bon, je sais pas, je suis satisfaite. Je suis contente. Je trouve que le rendu est pas mal. L'association des deux tissus fonctionne. En même temps, sinon je l'aurais pas fait. Hein. Et puis voilà. Je pense qu'ici, je vais rajouter aussi des boutons sur les poches. Il faut que je mette des boutons et des boutonnières ici. Pour les boutonnières, je me tâte. Est-ce que je les fais moi-même ou est-ce que je vais chez Mireille à Paris pour les faire? Je me tâte. Il faut aussi que je fasse toutes les surpiqûres. Donc voilà, en gros, il y a une grosse phase de finition là qui va venir. Je ne sais pas si je vais tout vous filmer. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer là. On continue. On ne lâche rien. Hello, on se retrouve aujourd'hui. C'est le jour 3 de la couture de ce fameux trench. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai bien avancé. Je suis sur la dernière ligne droite.
Donc, il me reste les boutons à poser, les boutonnières à réaliser et à fermer la doublure sur le bas. Donc je vais attaquer ça là tout de suite. Le plus gros, le plus dur est passé. Franchement, j'ai essayé de vous montrer un maximum d'étapes. C'est compliqué, hein. Filmer, coudre, il faut choisir et moi je préfère coudre. Donc j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que le résultat sera à la hauteur. Dernière ligne droite, on va assembler la doublure et réaliser les finitions. Donc là, je prépare à assembler les manches, doublure et tissu principal ensemble. Donc toujours grâce au bras libre, je libère un peu de l'espace pour me permettre de faire passer ma manche. C'est très pratique ça. Voilà le résultat une fois que j'ai piqué ma doublure. Ensuite, je passe à la réalisation des boutons. Alors, pour les boutons, j'ai d'abord commencé par les piquer à la main, notamment parce que j'avais besoin de piquer précisément pour éviter de, comme je vous le disais tout à l'heure, de fermer ma poche paysanne qui se trouve juste derrière en fait. Donc j'ai commencé à la main, donc c'était plutôt, voilà, je prenais mon temps, en même temps je regardais une série, mais bon, finalement je me suis dit que ce serait plus pratique de le faire directement à la machine. Donc en fait je suis venue positionner mes boutons, et pour les maintenir en place, pour pouvoir les piquer à la machine, je les scotche. C'est plus simple, comme ça ils ne bougent pas. J'ai réglé ma machine, et ensuite je suis venue piquer. Voilà, les boutons sont posés. On va passer à la fermeture de la doublure, là, par le bas. Ça va être des points à la main. Et puis bah voilà, hein, ma foi, c'est plutôt sympa. Je trouve que le rendu avec ces boutons, c'est vraiment parfait, quoi. Ce coloris, on voit pas très bien, mais ce coloris avec cette teinte de boutons, franchement, c'est canon. Et au final, je les ai posés à la machine parce que ça va beaucoup plus vite. Bon, du coup, je suis en train de prendre plus de temps que prévu pour finaliser mon trench. Donc, je vous explique. Je pense que mon tissu a bougé quand je l'ai coupé. Et en fait, j'avais remarqué qu'il y avait une différence entre le devant et le dos. Et j'ai pas touché, j'ai laissé parce que je voulais quand même attendre de finir pour voir d'où venait l'erreur. Et donc, tout à l'heure, j'ai épinglé en prenant ça et en mettant 1 centimètre de marge, sauf que ça rebiquait et c'était pas bon. Donc, du coup, j'ai remis comme ça devait être. Et en l'occurrence, il me manque tout ça pour avoir mon ourlet correct, puisque de l'autre côté, vous voyez la différence là. Donc là, bah, clairement, je vais faire ce que je sais faire de mieux, bidouiller. Donc, il va falloir que... Et donc, évidemment, hein, c'est des deux côtés. Hein. C'est sur les deux côtés. Bref, c'est pour ça que je déteste les tissus fluides. Ça a dû bouger, hein, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il me reste du tissu et je vais rajouter ce qui manque ici. Si je n'ai pas assez de tissu, ce que je vais faire qui me convient le moins, c'est que je vais fermer ici. Je vais fermer jusque là. Et pour la partie dos, peut-être mettre un biais et ici piquer à la main. C'est pas l'idéal, mais voilà. Donc ça m'embête, ça me retarde dans mon... Bon après j'ai fini, hein. Enfin j'ai quasiment fini. Mais voilà, cette touche finale qui va faire la différence quand même, c'est dommage de la négliger. Donc je vais regarder s'il me reste du tissu pour ajouter, faire une petite chirurgie là, vite fait. Et puis j'essaie de vous montrer ça. Je vais pas filmer pendant le processus parce que j'ai besoin de tous mes neurones. Mais en tout cas, je vous montrerai le résultat après.
Bon, voilà, j'ai fait ma bidouille. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais ma bidouille fonctionne. C'est de la bidouille, ça passe. Il faudrait que je fasse quelques points à la main pour bien maintenir la doublure, mais ça passe. Donc voilà ce que ça donne une fois la bidouille réalisée. Je vais reprendre ici puisque je l'ai mal fait. Mais en gros, j'ai rajouté donc de la matière. Vous voyez, j'ai rajouté de la matière pour combler le trou. Et ma foi, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est... Ça gâche un peu le truc, mais bon, c'est à l'intérieur, ça se verra pas trop. Voilà, je me console un peu comme ça. Ça change rien. Là, vous avez vu porter, ça tire pas, ça baille pas, c'est voilà, ça passe. Franchement, ça fonctionne. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, rajouter de la matière et fermer. Et ensuite, j'aurai bouclé mon affaire. Il me restera plus qu'à faire mes surpiqûres sur le col. Il faut pas que j'oublie. Je vais faire mes surpiqûres. Allez, je repasse derrière la machine pour réaliser mes surpiqûres sur tout le devant. Et ensuite, je viens de nouveau passer un petit coup de fer sur tout mon vêtement. Là, je suis vraiment sur la dernière ligne droite. Tout est assemblé, tout est monté, et donc il va rester vraiment les toutes dernières finitions. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, si vous avez des questions ou si vous avez juste envie de partager votre sentiment sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse là tout de suite avec des vidéos portées. Et puis surtout la réalisation de mes boutonnières que j'ai été faire chez Mireille Boutonnière à Paris. Voilà, allez, à bientôt! I wish I knew.